Eh bien bonsoir, merci d'être là pour accueillir Antoine Leca pour un premier livre chez nous qui s'appelle Rouletabille au Mont Blanc. Rouletabille au Mont Blanc qui est le second livre dans cette collection, nouvelle collection qu'on inaugure, qui est une collection un peu dans notre petite collection Guérin, qui est un peu particulière avec la tranche noire parce qu'en fait c'est une collection polar. Donc Rouletabille, comme son nom l'indique, ça nous emmène à une autre époque et un personnage qu'on connaît. Mais d'abord, présentez-vous, vous, Antoine Leca. Vous êtes un auteur, vous êtes un écrivain ou par accident? Je suis un professeur d'université, donc j'ai enseigné l'histoire, j'ai enseigné le droit. Alors évidemment, on le sent un peu dans le roman quand même, parce que vous avez deviné que je suis passionné d'histoire et que je me suis efforcé de reconstituer Saint-Gervais tel qu'il était effectivement à l'époque. Et puis, en ce qui concerne le droit, vous avez peut-être été attentif à ces histoires autour du pharmacien, les plantes, la réglementation. Mais c'est surtout ma passion pour Rouletabille, on en parlait tout à l'heure, ma passion pour Rouletabille d'une part, et ma passion pour le pays du Mont Blanc qui m'a amené à écrire le livre. Alors Rouletabille, en deux mots, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas forcément. Enfin, sauf quand on parle du mystère de la Chambre jaune, là, tout d'un coup... Rouletabille, c'est le petit reporter, hein, le petit reporter qui travaille pour un journal parisien et qui effectivement est toujours à l'affût d'un fait divers et d'une difficulté, d'une enquête à résoudre. Et sa première enquête, c'est le mystère de la Chambre jaune. Et donc, je me suis efforcé de caser mon propre récit quelques mois avant le mystère de la Chambre jaune. Et alors, en fait, ce récit, cette histoire, elle se base à partir d'un fait divers. Un fait divers que peut-être tout le monde connaît, mais pas les gens d'ici, qui se passe donc en 1892, le 12 juillet. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous, si ça vous dit quelque chose, mais ce fait divers, c'est... C'est l'éclatement de la poche du glacier de Tête-Rousse qui était sans précédent de mémoire humaine, hein, et qui a créé une dévastation terrible puisque les thermes ont été quasiment tous détruits avec un très grand nombre de morts. Et c'est vrai que cet événement historique m'a servi de balise pour construire le récit. À partir de là, bien sûr, comme vous l'imaginez, tout est fictif. Tout est fictif et surtout tous les personnages. Hein, de temps en temps, il y a un nom authentique, mais je ne m'attarde pas parce que ça, c'est un personnage historique. Hein, donc, je ne pouvais pas déformer des personnages historiques qui avaient réellement vécu. Les personnages dont il est question dans le roman sont fictifs et donc je les ai traités librement. Alors, je vais faire quelques lectures. Donc là, au tout début, où le lecteur voit le jeune Rouletabille entrer en scène. Avec quelle émotion nouvelle, à tant d'années de distance, moi, Sinclair, je reprends le clavier qui a frappé le sensationnel rapport du mystère de la Chambre jaune et les premiers hauts faits de mon ami Joseph Rouletabille, reporter du journal L'Époque. En effet, sa première aventure est restée inédite. Bien que son héros ait dénoué les fils de l'intrigue, Rouletabille a fait le choix de ne pas révéler les dessous de l'affaire dans son article paru dans l'Époque à l'été 1892. Le procureur de la République n'a diligenté aucune poursuite. Tout a été enseveli, si je puis dire. Et moi-même, je n'ai pas voulu livrer cette histoire avant que la paix des tombeaux n'ait recouvert du voile de l'oubli ces innocentes victimes, mais aussi les responsables qui s'y trouvent cités. Je me souviens de l'entrée du jeune Rouletabille dans mon cabinet, comme si la chose s'était passée hier. Je débutais alors au barreau de Paris et j'avais souvent l'occasion de le rencontrer dans les couloirs des juges d'instruction quand j'allais demander un permis de communiquer. Il avait 16 ans environ et, comme on dit, une bonne balle. Sa tête était ronde comme un boulet et l'impression était accentuée par son front large et bombé. C'est à cause de cela que les camarades de la presse lui avaient donné ce surnom. Celui-ci lui est resté et lui a fait oublier le nom et prénom de l'enfant trouvé né de parents inconnus qui avait été inscrit par l'officier d'état civil sous le nom de Joseph Joséphin. Malgré son jeune âge, Rouletabille avait le don extraordinaire d'observer, d'analyser, pénétrer cette forme décrétale de l'observation.
Donc Rouletabille, c'est un personnage qui existe vraiment dans les romans. Tout à fait. Alors c'est la création de Gaston Leroux. J'ai voulu la respecter scrupuleusement. Je ne voulais pas déformer Rouletabille tel que l'a imaginé Gaston Leroux. Il en résulte que l'environnement est vraiment celui de Gaston Leroux. Gaston Leroux ne fait pas de politique, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de sexe dans ses récits. J'ai voulu respecter sa création et j'ai voulu me couler dans le moule, inventer mon histoire, bien sûr, mais respecter le personnage de Rouletabille tel que l'ont apprécié pas mal de gens, moi le premier, mais également d'autres lecteurs, on en parlait tout à l'heure. Et donc, alors, ce personnage qui parle à la première personne, là au début, donc, qui est l'avocat, l'ami de Rouletabille, donc lui, il a passé quelques jours au terme de Saint-Gervais, enfin on dit c'est au Fayet, on sait que c'est au Fayet, mais on appelle les termes de Saint-Gervais, et il a eu vent qu'il y avait des personnes qui viendraient, et l'une de ces réservations, prise sous le nom banal de Schmitz, provenait d'Allemagne. C'était déjà une première car les Allemands ne venaient pas volontiers en France, qui ne passait pas spécialement pour un pays ami. La réservation portait sur 2 chambres communicantes avec des lits jumeaux, mais elle avait été suivie d'une autre tout à fait extraordinaire car elle venait de la lointaine Russie. 3 chambres pour un certain Smirnov, dont une avec lit matrimonial, les autres avec lits jumeaux, avant de confirmer l'intermédiaire parisien agissant pour la partie russe, avait posé des conditions absolument surprenantes et précises. Il fallait notamment que pendant le séjour en juillet, toutes les pendules de l'hôtel soient arrêtées. Voilà bien de quoi malmener le bon bout de raison, comme dirait Rouletabille. Venu d'aussi loin pour prendre les eaux, les commanditaires qui auraient pu choisir la principauté de Bade, plus proche et admirablement équipée, avaient visiblement les moyens financiers de traverser l'Europe pour descendre jusqu'en Savoie. Aurait-il eu pour souci de voir cette région qu'ils n'auraient pas pu choisir les termes d'Évian, directement desservis par le train ? Or, contre toute attente, ils avaient ciblé une station peu connue, éloignée des lignes ferroviaires, et un établissement hôtelier plutôt humble, de toute évidence. Ils recherchaient la plus grande discrétion, pour se retrouver ailleurs que dans leur pays, loin des mondanités des journalistes. Côté russe, on avait visiblement affaire à un officiel de haut rang. Tout le monde sait qu'un terrorisme sanglant sévit au pays des tsars et que les dignitaires impériaux vivent dans la hantise d'un attentat à la bombe. Chez eux, les horloges sont à l'arrêt. On craint que l'on puisse se tromper sur la nature du tic-tac susceptible d'émaner d'une machine infernale déposée par un nihiliste. Et de quoi diable un officiel russe pourrait-il parler secrètement avec un Allemand, par hypothèse de rang équivalent dans un riche pays tiers? Je vous le demande. 1892, c'est une période qui est très tendue diplomatiquement. Les relations franco-allemandes sont exécrables, comme on imagine peu. Et évidemment, les Allemands rêvent de maintenir l'isolement de la France. Côté français est née l'idée d'un rapprochement franco-russe pour précisément équilibrer la menace allemande. L'Allemagne à l'époque c'est 80 millions d'habitants, la France c'est 40 millions d'habitants. Hein. Donc le voisin allemand est un voisin inquiétant. Ça c'est un petit peu le paysage qui explique l'espionnite de l'époque. Hein. Les affaires d'espionnage se succèdent. Et donc l'idée que des tractations puissent avoir lieu quelque part discrètement n'est pas absurde. Donc il se dit, cet avocat, il se dit, je vais dire à Rouletabille d'aller se faire engager là-bas, puisqu'il a 16 ans, enfin bon c'est un peu jeune, mais d'aller se faire engager au terme, comme groom, comme... Absolument, mais de toute façon, Rouletabille, dans le mystère de la Chambre jaune, il a moins de 17 ans. Hein. Ouais, il est donc tout jeune. J'ai respecté la chronologie. La scolarité s'arrêtait pour la plupart des gens au certificat d'études. Hein. Donc à 16 ans, on travaillait, hein, normalement. Donc il l'envoie, il a assez donc il l'envoie au terme pour travailler et Rouletabille débarque. Alors en fait le train arrivait où à cette époque?
Ah là, vous me posez une colle. Hein. Il arrivait à Cluse. J'étais plus très sûr de moi parce que les questions, je ne les connaissais pas. Quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, il n'y a pas de problème, je fais arriver Rouletabille au Fayet. Et horreur, j'ai découvert que le train arrive au Fayet en 1898. Ouais. Chaque année, comme vous imaginez parfaitement, le long de la vallée de l'Arve, le train progressait. Alors l'arrivée à Cluse, j'avais pas retenu, j'avais oublié, mais on arrivait en diligence à Saint-Gervais, et puis la vallée de l'Arve n'avait pas la configuration que vous savez, c'était des marécages insalubres. Ouais. Voilà. Et ouais. Donc Rouletabille finit par arriver quand même au terme, et puis là il commence il rentre au terme et il rencontre des gens. Bien qu'il se soit couché anormalement tôt dès l'extinction de la lampe à huile par Léon, Rouletabille avait admirablement bien dormi d'un sommeil facilité par l'altitude et le silence absolu des lieux. Mais le réveil auroral l'avait désagréablement dérangé. Il faisait froid et la matinée s'avéra très dense. Le déjeuner au réfectoire réunit tout le personnel logé sur place, près d'une 50aine de personnes, parmi lesquelles Jules, qui était un montagnard robuste au teint hâlé par les courses en montagne, un décapadio, comme on dit ici, une personne assez grande pour décrocher les dios, les saucisses pendues au plafond. La soupe au pain d'orge mêlée de seigle et aromatisée à la viande de porc surprit le jaune parisien, qui soupira en réprimant son envie de tremper du pain beurré dans un chocolat chaud. « Demain dimanche, lui dit Jules, je vais aller voir la grand-mare à Gambloux. Viens-y donc avec Léon. » 1h30 avant le retour de l'hôtel était une durée bien longue pour le peu de choses qu'ils avaient à faire ce premier jour. Il alla donc s'attabler au café Révillot, commanda une gourmandise, un café crème pour passer le temps et déplia l'écho du Faucigny daté du 11 mai 1892. On peut y lire qu'en Savoie, la France, le ballon dirigeable conçu par les capitaines Charles Renard, officier du génie, et Arthur Krebs à l'établissement aérostatique du Chablais-Meudon a, on s'en souvient, réussi son premier vol. L'appareil est propulsé par un moteur pesant 44 kg au cheval, développement 8 chevaux et fonctionnant à l'électricité grâce à des piles. L'aérostat va tenter la traversée de la chaîne du Mont-Blanc cet été à Chamonix. À Chamonix, le conseil municipal a voté l'installation de 1500 becs électriques. Ils seront opérationnels d'ici 5 ans. En France, le démantèlement des groupes terroristes se poursuit. À l'étranger, l'écrasante démonstration de Kronstadt révèle la vigueur de l'amitié franco-russe et elle a jeté le trouble au sein de la Triple Alliance. Monsieur Ferry Lesclan, de retour de Russie, a confié à l'un de nos confrères l'excellente impression qu'il rapporte de son voyage dans la nation amie. Je suis convaincu que l'affection de la population russe est très intense. L'armée d'abord nous est très attachée. Elle désire la guerre contre l'Allemagne. Tout est authentique, y compris l'installation de l'électricité pour éclairer la ville de Chamonix. On sent quand même à cette époque-là une époque quand même de conflits sous-jacents, de tensions énormes. Oui, absolument, absolument. Et une instabilité politique totale. Disons que la tension est extrême et à différentes reprises avant 1914, la France et l'Allemagne apparaîtront en situation de combat. Hein, la plus grande crise ayant eu lieu en 1911. Donc il y a ces relations internationales qui sont très tendues, avec la certitude que la confrontation verra le jour. On ne sait pas quand, mais la confrontation verra le jour. Quant à la situation politique, elle est extrêmement difficile également, parce qu'il y a une extrême gauche anarchiste qui entend renverser le régime par la force, par la violence et par des attentats qui sont aveugles. D'où les machines infernales, avec la minuterie. Ouais, et Lorraine, veuillez m'excuser, on parlait tout à l'heure. Effectivement, les Russes voulaient couper chaque fois toutes les horloges, chaque fois qu'ils s'installaient quelque part, parce qu'on n'arrivait pas à distinguer une horloge normale de la minuterie d'une bombe.
Mais donc c'est vrai que c'était un peu intriguant cette rencontre entre des Allemands et des Russes dans ce petit trou quoi qu'elle faillait à l'époque. Parce que les thermes à l'époque c'était pas forcément l'endroit le plus... C'était vraiment... C'était pas l'endroit le plus couru, mais encore une fois, on ne pouvait pas se réunir dans un endroit trop couru. Eh ben non. Ouais. Il fallait vraiment que la réunion se fasse dans un endroit discret. On ne pouvait pas amener les Russes en Allemagne, ni les Allemands en Russie. Un pays tiers, un pays a priori où on pouvait discuter, c'était encore la France, puisque bon, c'était l'endroit où la discrétion pouvait être absolue. J'ajouterais que si le Fayet n'avait pas un rayonnement extraordinaire, le thermalisme français avait un rayonnement très vif à l'époque. La reine Victoria était venue sous un faux nom. C'est ce qui m'a donné l'idée de ce faux nom. Elle s'était inscrite, alors je ne sais plus dans quelle station thermale, avec un nom fictif. Je crois que c'est Evian. Je pense que c'est Evian, oui. Oui. Bon, et dans le passage que j'ai lu aussi, il y a un personnage qui va revenir dans le livre, c'est Jules, ce Capadio, là. Je ne connaissais pas l'expression. C'est de Saint-Gervais? Je l'ai entendu parce que j'ai un ami Saint-Gervelin et donc je l'ai évidemment repéré. Jules, je vous disais, j'avais lu le passage, on dit, c'est un décapadio, comme on dit ici, une personne assez grande pour décrocher les dios. Les dios, c'est les saucisses. Hein. Un décapadio. Ben moi, je la connaissais pas cette expression. Ils sont accrochés au plafond. Ouais, mais je connaissais pas l'expression. Vous connaissiez l'expression décapadio? On dit pas comme ça. On dit comment à Servoz? Les dios, ça vient pas d'ici, ça vient de Savoie. Ouais, bon, mais c'est marrant comme ça m'a fait rire. C'était les dieux. Non, Dio, les dios. Ça vient de Savoie. Mais donc ce Jules, enfin moi j'insiste dessus parce que quand vous allez lire le livre, j'espère que vous allez le lire parce qu'on va pas tout vous dévoiler, mais Jules c'est un personnage important, très important dans le livre, même si comme ça il en a pas l'air. Et puis il y a toujours des petites intrigues, il est toujours à l'affût des intrigues, hein, ce Rouletabille, et à un moment donné il entend une conversation. Les digues sont trop basses, si le cours du Bon-An enfle, vous allez noyer les sources, entendit-il assez distinctement. D'instinct, il resta silencieux pour pouvoir écouter la conversation. Mais la personne à laquelle s'adressait cette exclamation ne parlait pas aussi fort et il ne parvint pas à entendre nettement sa réponse. Puis la porte s'ouvrit brutalement, contraignant Rouletabille à se plaquer de côté. Un homme en sortit comme le diable de la boîte, la cinquantaine, portant beau, les cheveux abondants, coiffés en arrière, un regard dur, un rictus redoutable, plissant ses lèvres, une denture solide, féroce comme celle d'un prédateur. Sans prêter aucune attention au jeune homme, il lança au directeur. « En tout cas, vous savez que je suis le meilleur dans la vallée de Montjoie pour les travaux de terrassement et de maçonnerie. » Monsieur Mollard, j'ai des procédures à respecter et ceci impose des délais. Je ne suis pas tout seul, je dois composer avec ma régisseuse et la compagnie qui m'a nommé. Faites-moi confiance, quand une décision sera prise par la compagnie des bains, sachez bien que c'est vous et vous seul qui obtiendrez le chantier. L'autre était trop énervé pour s'en contenter, mais il prit sur lui pour ne pas partir sur un éclat. Nous sommes amis, monsieur Andermatt, et j'attendrai que vienne votre offre. Rappelez-vous, ces travaux sont coûteux, mais ils sont indispensables, et nous arrivons à la saison chaude. Cet environnement, là aussi, est un environnement authentique. Je me suis beaucoup inspiré, même si je n'ai pas son talent, hélas, hein, je me suis beaucoup inspiré de Maupassant, qui a écrit un ouvrage, Monde d'Oriole. Et dans Monde d'Oriole, il y a en toile de fond le monde des stations thermales, avec des hommes d'affaires qui sont là pour réaliser de gros profits, hein, et qui cherchent des médecins qui soient compréhensifs. Hein. Quand je dis des médecins compréhensifs, des médecins qui acceptent d'attirer leurs clients dans ces établissements. Donc tout ce dont il est question ici retrace une ambiance qui est, comment dirais-je, le mauvais côté du thermalisme. Hein. Encore une fois, il y a d'admirables aspects au thermalisme. Hein. Mon livre n'est pas une attaque contre les stations thermales, hein. Mais c'est vrai que bon, le thermalisme permettait de réaliser des profits et générer des tentations. Donc si la source n'était pas suffisante, grande était la tentation de l'élargir et d'avoir un peu plus d'eau pour avoir un peu plus de curistes dans le bassin. Et de tricher donc.
Disons-le, oui. Oui, on peut le C'est elle dire. qui l'a dit. Hein. Non mais bon, parce qu'en fait c'était un peu ça le problème, parce qu'en fait il y a une source d'eau chaude qui existe toujours, mais qui est assez faible. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc Vous savez que la question se pose pour les eaux minérales aussi. Hein. Bon, voilà. c'est d'actualité encore. Hein. Malheureusement. Et puis avec ce livre, vous nous emmenez quand même visiter les lieux à une autre époque. Et là, on part un peu de la station. Les boiseries extérieures de la ferme étaient mal entretenues depuis la mort du père Nemoz. On entrait par la courtine, sorte de petite cour enchâssée dans le corps du bâtiment. L'intérieur était modeste mais confortable. On était tout de suite dans une grande pièce à vivre à tout faire, le pelle, la bourne, la lourde cheminée avec sa hotte en forme de pyramide trônait au milieu. Le sol était en ardoise d'épausette, les murs revêtus de planches de chablis avec leurs bois noueux, les fenêtres des croisées à petits bois étaient ornées de vitres et de demi-rideaux brise-bise tout simples. Le mobilier ne laissait aucune place à l'inutile. Une longue table rectangulaire avec 2 bancs de part et d'autre, une crédence et quelques trépieds de vacher. Sur le rayonnage du haut s'alignaient les assiettes, les bols, les gobelets, les pots de terre vernissés de toutes dimensions et sur celui de bas, les seaux, les jattes et les saladiers. La veuve Nemoz avait préparé un solide déjeuner dans un coin de la pièce, suspendu à un madrier mobile pendant le bron, une énorme marmite où le lait caillé bouillait à feu doux. La vieille dame les reçut avec effusion. Marie-Joseph, la dernière des sœurs cadettes de Jules, vivait ici. La jeune fille était ravissante avec ses cheveux blonds divisés par derrière en 2 tresses égales, relevés sur le dessus de la tête et son ruban étiré sur le front. Elle mit aussitôt la table pour 5 en regardant discrètement Léon. Rouletabille se dit qu'elle ne devait pas être insensible au charme de son ami. Épuisé par le dénivelé, le reporter aurait préféré s'asseoir au soleil dehors, abrité dans la courtine, mais il dut prendre l'escalier pentu pour aller dans la chambre de Jules. Celui-ci tenait absolument à lui montrer, ainsi qu'à Léon, quelque chose d'extraordinaire. L'œil brillant, il en sortit un rocher de jaspe rouge, vif, gros comme le poing. C'était une pièce extraordinaire qui, même dans la pénombre, brillait de 1000 feux. Alors, je ne vous apprendrai rien. Hein. Les cristaux sont extraordinaires et depuis 200 ans, il y a une profession qui est celle des cristalliers qui vont aller les chercher. Et, donc, quand je me suis efforcé de reconstituer tout cet environnement, je ne pouvais pas ne pas mettre en scène un cristallier. Voilà. Avec une pièce rare trouvée qui va disparaître, oui, enfin, avec et plein de... ces pièces rares, déjà, se vendaient très cher, notamment à Genève. Genève qui était la grande ville la plus proche. D'autant qu'au niveau douanier, C'était français. Alors, depuis 1860, la Savoie était française, mais un accord de libre-échange existait entre la Savoie et la Suisse, parce que depuis des générations, il y avait des échanges économiques très importants avec Genève, et il n'était pas possible que l'entrée de la Savoie dans la France prive le pays de Savoie de ses débouchés en Suisse. Donc c'était très normal d'aller à Genève pour aller vendre des cristaux. Ça aurait été assez curieux d'aller à Lyon ou à Paris. À Paris, c'était quand même un autre univers, un autre monde. Donc ce Jules, nous on va rien dévoiler, mais il va lui arriver beaucoup d'aventures. Ce Jules est aussi cristallier et apparemment il utilise quand même des moyens pas très... Disons, normalement on ne doit pas utiliser d'explosifs, mais bon, là encore... Vous savez, ça se pratique même à la pêche. Alors, donc, mais déjà à l'époque, ça se faisait. Ah oui, tout à fait, absolument. Ouais. Mais maintenant, ça c'est interdit. Bah, il y a eu des lois quand même. Hein. Ouais, il y a eu des lois et tout. Mais là, donc en fait, vous plantez un décor, il y a des personnages, il y a plein de choses qui s'articulent. Il y a toujours ces Russes et ces Allemands. Il y a ces cristalliers. Donc on ne sait pas trop. Il se passe beaucoup de choses. Hein. Et il y en a un autre qui débarque aussi, qui s'appelle Fred Larsan. Alors lui aussi, il existait déjà ? Alors, Fred Larsan, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. C'est un personnage récurrent de Gaston Leroux. Hein.
Alors là aussi, je ne veux pas trop en dire devant vous. Disons que Larsan est un policier talentueux. Un policier talentueux, il apparaît ainsi. En réalité, il a un visage complexe et il a une part d'ombre que connaissent bien les lecteurs des aventures de Rouletabille. Mais c'est le policier dont tout le monde parle. Et voilà qu'il arrive à Saint-Gervais, au Fayet. C'est bien la preuve qu'il y a, un truc, quelque chose qui se prépare. Il se passe un truc, on ne sait pas quoi. Et donc Rouletabille va le chercher. Monsieur Fred posa beaucoup de questions sur Saint-Gervais. Il fut très déçu d'apprendre qu'il n'y avait ni casino, ni établissement de divertissement à proximité. Pas de cocotte alors? Pas d'élégantes guetteuses de joueurs en veine avec leurs grands chapeaux visibles comme des phares au-dessus de leur tête? Ça va être triste. Et il poussa un soupir qui fit sourire le jeune homme. Cadoret ne pit pas mot, mais Rouletabille jugea qu'il les écoutait avec attention. Naturellement, malgré les oreilles indiscrètes du cocher, il chercha à en savoir davantage sur les raisons de la venue du policier et essaya en vain de le faire parler des diplomates attendus cette semaine. Il eut beau insister sur la venue prévue des curistes étrangers, rien n'y fit. Il changea alors de stratégie et évoqua la situation internationale. Il n'eut pas plus de succès. L'inspecteur ne réagit même pas lorsqu'il lui dit que la presse annonçait une possible rencontre entre le tsar Alexandre III et l'empereur d'Allemagne. Finalement, le plus expressif était encore Cadoret qui se fendit d'une grimace en entendant parler d'une rencontre entre les deux cousins. Larsan paraissait plus intéressé par les termes et la clientèle parisienne qui l'attiraient. Il demanda à Rouletabille comment accéder aux réservations pour connaître le nom et les adresses des curistes, leur jour d'arrivée et les chambres qui leur avaient été affectées. En désespoir de cause, le reporter finit par lui dire que la direction de l'hôtel était très intriguée par l'arrivée annoncée de curistes allemands et russes. Le policier l'interrogea, mais Rouletabille eut la désagréable impression qu'il ignorait tout de la venue de ces étrangers. « Sacré grand Fred, songea-t-il, il est trop fort, on n'arrive rien à lui soutirer. » Le seul à manifester de la curiosité pour ces curistes venus de loin, Cadoret qui sortit de son mutisme. « Des Ruskov, diable! On sait qui ils sont ?» Rouletabille n'eut aucun regret à rester quoi. Ce voiturier ne lui plaisait pas du tout. Tous les personnages sont importants. Hein. Oui, ils jouent un rôle important dans la suite de l'histoire, effectivement. Ouais. Un mot sur la déception de Monsieur Fred. Il faut savoir que dans les stations thermales, les plus recherchés, on s'amusait beaucoup. Mais Saint-Gervais était plutôt triste. Saint-Gervais était assez austère. Il est vrai que la Savoie est un pays très catholique et que les thermes avaient une tradition de lieux où on se soignait entre gens de la bonne société, mais il n'était pas question de s'adonner à toutes sortes d'excès. Les jeux, c'était pas possible. La musique, limite, faire attention à la musique. Quant aux cocottes, non, il n'y avait pas de cocottes à Saint-Gervais. Ça, c'était pour d'autres endroits. D'où la déception de Frédéric Larsan. Voilà. Donc on découvrira en lisant le livre qu'il venait effectivement pour... il a une bonne raison d'être là. Il a d'autres raisons. Effectivement. Il a d'autres raisons, donc ça pose encore d'autres intrigues, parce qu'il y en a beaucoup d'intrigues. Hein. Non, il y en a beaucoup. À la fin, on se dit, wow, comment va-t-on s'en sortir? Mais revenons aux Russes. Lorsque les nouveaux visiteurs firent leur entrée groupée dans la salle à manger, l'orchestre joua le majestueux « Dieu sauve le tsar ». Le grand-duc avait revêtu pour l'occasion une impressionnante dolmane rouge à aiguillettes et à brandebourgs, digne d'un général, avec la poitrine bardée de décorations, une croix double à 8 branches et des épaulettes dorées ornées de bandes et d'étoiles qui évoquaient un grade élevé. Toutes les femmes d'un certain âge sortirent leur face à main pour admirer le port princier de l'extraordinaire monsieur Smirnov. Et ses superbes bottes cirées en miroitant vernis. Andermatt, qui était assis à une table excentrée, se leva bientôt, imité à la table d'hôte par le chanoine Vignon, le banquier Monnier et le notaire Jourdan, qui ajusta sa rosette bleue à sa boutonnière. De proche en proche, le mouvement fut imité par toute l'assistance, comme si on eût accueilli le président de la République. Les imbéciles, songea Rouletabille. Le grand-duc recherchait la discrétion. Demain, tout Saint-Gervais sera au courant de l'arrivée d'une haute personnalité russe.
Un photographe avait même installé son appareil sur un trépied de bois afin d'immortaliser la scène. Les Allemands arrivèrent à ce moment-là. Celui qui s'était présenté sous le nom de Schmidt avait bizarrement conservé ses lorgnons fumés. Nous avons visité les glacières avant de venir et le médecin de Chamonix a diagnostiqué une ophtalmie des neiges, expliqua-t-il au jeune homme. C'est grave ? Une sorte de coup de soleil sur l'œil. Je vais conserver mes lorgnons tout mon séjour. Les deux Allemands furent regroupés ensemble en face des 6 Russes. Votre visage ne m'est pas inconnu, dit le grand-duc à son homologue prussien en lui parlant allemand. Celui-ci hocha la tête. Mais où donc ai-je déjà vu ce visage se demanda le Russe sans pouvoir trouver de réponse dans ses souvenirs. Il aurait bien aimé pouvoir croiser le regard de son interlocuteur, mais celui-ci était invisible derrière ses verres fumés. Rouletabille chercha de l'œil l'inspecteur Larsan, qu'il fut surpris de ne pas trouver. Visiblement, le policier parisien, habitué des soupers plus tardifs, avait du mal à se plier à ses horaires thermaux, mais il croisa le regard d'Andermatt qui lui fait signe de ne pas s'attarder à l'entrée de la salle à manger. Il lut dans ses yeux que le petit personnel n'avait rien à faire dans ce saint des saints. Les verres fumés ont une raison, évidemment, que Tout autre. Vous devez comprendre que c'était important qu'on ne puisse pas voir son regard, oui. Ouais. L'ophtalmie des neiges. C'est un bon prétexte. Oui, tout à fait. Est-ce qu'à cette époque-là, le Japon a infligé une défaite à la Russie? Oui, en 1904. Enfin, pas encore. C'est en 1904. Hein. La guerre russo-japonaise, oui. C'est en rapport avec l'alliance entre la France et la... Non, c'était les ambitions territoriales de ces deux pays. La Russie avance de plus en plus vers l'Est et essaie de s'emparer de territoires divers. Et le Japon est en pleine expansion et il va y avoir cette guerre qui va traumatiser l'Occident, parce que c'est la première fois qu'un peuple européen se fait battre. La défaite russe de 1904 va être un événement majeur, oui. Mais c'est sans rapport avec l'histoire de Rouletabille. Oui, non, c'est avant. Mais on va revenir un petit peu aussi justement encore à l'eau. Oui, il y a encore une conversation, parce que là aussi on se demande, on a toujours en tête cet effondrement de la poche d'eau, et on se demande quelle va être la cause. Et de nouveau, Rouletabille entend une conversation. Oui, il nous faudrait beaucoup plus de volume pour alimenter 100 baignoires, en même temps avec un courant rapide et continu, de quoi accueillir 1000 personnes en hébergement. Enfin, 1000 personnes au Fayet, tout d'un coup, hein, je vous dis... Bon, vous voyez, monsieur Gontard, il y aurait de la place pour vous et même pour l'hôtel du Mont-Joli et l'hôtel des Alpes de notre concurrent. Monsieur Rosset expliqua le directeur en se faisant tout sourire. Gontard marmonna quelque chose d'inintelligible lorsque le nom de Rosset fut mentionné. Le magnifique hôtel du Mont-Joli et son annexe du Fayet lui causaient un fort tort financier considérable. Aujourd'hui, continuait imperturbablement monsieur Andermatt, nous n'abritons que 90 pensionnaires, 300 curistes, et cela mobilise du personnel à hauteur d'une 50aine de personnes. Et comment ferez-vous pour augmenter le débit, demanda Gontard, qui avait une voix forte et grave, forçant naturellement l'attention. On a déjà fait des forages à différents endroits du parc thermal, et il y en a en tout et pour tout 4 sources sur un périmètre restreint en bordure du Bonnan. Celle du torrent de la Sulfureuse qui coule à ciel ouvert à 39 degrés, la Ferrugineuse qui sourd à 20 degrés, la source du milieu et la source d'inhalation toutes deux à 42 degrés, un point c'est tout. Il faut amener beaucoup plus d'eau dans les gorges du Bonnan. On peut aspirer l'eau thermale dans des canalisations avec une pompe à vapeur installée au niveau des griffons et l'enrichir avec les autres eaux qui coulent par là. Lesquels, monsieur le directeur, demanda le docteur Dunant. On n'a que l'embarras du choix à regarder autour de nous. Avec les glacières de la chaîne du Mont Blanc, l'eau ne manque pas. D'ailleurs, il y a des thermes à l'ouest du massif, à Saint-Gervais, et 4 sources à l'est côté italien. Notre ami Mollard pourrait parfaitement vider une poche, continua Andermatt avec le ton de la personne qui pourrait bien plaisanter ou être sérieuse. Il sait se servir de la poudre à canon. Rouletabille comprit qui était le 4e individu. C'était le terrassier irascible qui travaillait Jules. Alors à cette époque, il n'y avait pas de ski. Hein,
pas de ski au niveau d'activité économique. Hein. Donc le thermalisme, c'est ce qui amène les gens de l'extérieur et qui permet de faire vivre en grande partie le pays. Grande est la tentation d'en faire venir de plus en plus, mais encore faut-il avoir les installations et un peu plus d'eau aussi. Oui, c'est ce qu'on disait, ouais. Mais du coup, en fait, par rapport au roman, vous mettez une intrigue encore supplémentaire avec ça, enfin, un enjeu. Disons que j'ai voulu reconstituer tout l'environnement. Et j'ai voulu... tout à l'heure, vous avez lu un passage sur un intérieur d'une maison en Savoie. J'ai voulu reconstituer ça me paraissait important de le dire. Hein. Ouais. Eh bien, il n'était pas possible de ne pas révéler les enjeux du thermalisme à cette époque. On voit qu'en fait, il n'y avait pas tant de place. Dans ce que je viens de lire, on explique qu'il n'y a pas tant de lits, en fait. Non. C'était assez limité. Hein. Encore une fois, aujourd'hui, les choses sont différentes. Le thermalisme repose en grande partie sur la sécurité sociale, hein, encore une fois. Donc, je n'ai pas en tête le nombre de curistes, mais je ne serais pas étonné qu'il y ait 300 000 curistes en France dans une année. Hein. Mais à l'époque, non. Être curiste, c'était réservé à un petit groupe de personnes qui payaient très cher. Donc 90 curistes, c'était déjà important. Même si Andermatt, le directeur, rêve d'en avoir un peu plus. Et oui. Et puis quand même, à partir de la page 100, il commence à y avoir des morts. Hein. On va commencer, parce que bon, on est dans un polar. Une mort foudroyante. La nouvelle stupéfia Rouletabille et Léon, alertés par Dufoug, le chef concierge avait la mine pâle et défaite, et il avait convoqué toute son équipe. Lui qui parlait toujours avec autorité avait l'air de chercher maladroitement ses mots. « Mes amis, j'ai une bien triste nouvelle à vous annoncer. Jules Nemoz, que vous connaissez tous, Jules, vient de décéder. » Personne n'avait imaginé une telle aggravation et un dénouement aussi rapide. « Almo, il est mort ?» répétait Léon, sans avoir l'air d'y croire. « Qu'a dit le docteur » demanda le reporter incrédule. « Ils discutent mais ne sont pas d'accord. La Rose qui a vu le malade en premier pense à une pneumonie. Guyeno, qui trouve l'issue trop rapide, suspecte plutôt la grippe russe qu'aurait pu amener le général Smirnov et sa suite. Je ne sais trop ce qu'en pense Dunant, qu'il a vu en dernier, mais il est visiblement en désaccord avec les autres. Ah, les médecins, les 3/4 du temps, ils achèvent leur malade. En tout cas, c'est Jules qui s'est chargé tout seul du transport et de toutes les malles, et le soir même, il était au lit avec une forte fièvre. Le médecin-chef a demandé par sécurité que le corps soit immédiatement mis en bière et enterré dans les plus brefs délais. L'inspecteur Larsan a accepté de dresser un procès-verbal, et si le maire peut signer le permis d'inhumer, on va l'ensevelir avant la nuit. Il faut croire que les craintes du docteur Guyeno alarmèrent le maire, car celui-ci s'exécuta avec célérité. La dépouille du défunt fut descendue de la chambre, ses draps enlevés, et dès le soir venu, une charrette la descendit à l'église du village pour une veillée funèbre à cercueil fermé. La nouvelle circula immédiatement dans le bourg et les hameaux environnants. Alors vous pensez évidemment, j'avais ça à l'esprit aussi, à la pandémie de Covid, mais sachez qu'on mourait des fièvres dans cette région à l'époque. Hein. Quant à la grippe russe, c'est une réalité. Ah ouais ? C'est une réalité, je ne l'ai pas inventée. Les journaux à l'époque parlaient d'une grippe russe qui était inquiétante et qui est arrivée, on ne sait pas comment, mais qui a disparu. Ça explique l'extrême sensibilité des autorités. Voilà un mort suspect, il est peut-être contagieux, il faut rapidement l'inhumer. Et alors à partir de ce passage, à partir de là, ça devient un vrai polar, quoi. Parce que le mort, il y a des retours du mort vivant, on ne comprend pas toujours, il réapparaît, il y a des gens qui le voient, on ne sait pas s'il est vraiment dans sa tombe ou pas, enfin bon, c'est compliqué. Et puis il y a un assassinat aussi dans les termes, enfin je ne vais pas tout dévoiler, mais il y a un médecin qui se fait assassiner, enfin il se passe beaucoup de choses, et là ça devient vraiment un engrenage et on ne sait plus où on va. Je me suis coulé dans mon modèle, hein, c'est Rouletabille et encore une fois de Gaston Leroux. Et donc il se passe des choses extraordinaires, certes, mais elles ont toutes une origine naturelle qui est cachée.
le merveilleux, si je puis dire, est là, mais en réalité, il dissimule des choses qui sont parfaitement rationnelles, mais qui nous échappent parce qu'on les ignore. On a l'explication après, de toute façon. Pardon de vous interrompre, il y a Gaston Leroux, c'est pas Rouletabille, a écrit un merveilleux récit qui s'appelle L'homme qui revient de loin. Et j'ai pensé à l'homme qui revient de loin parce qu'effectivement il était mort et on le voit réapparaître dans le jardin de sa propriété. Mais c'est pas, en réalité, c'est pas un fantôme parce qu'il n'est pas vraiment mort. Je parle évidemment de l'homme qui revient de loin. Enfin, on retrouve, il y en a un, en tout cas, il y a Jules dans ce livre. Et puis il y a aussi, sans tout dévoiler, mais il va y avoir quand même un attentat terroriste contre les Russes qui va échouer. Après, il y aura, il y a plein de choses. Enfin, c'est vraiment palpitant. Quand on se plonge dedans, on a vraiment envie de le finir, mais il est pourtant épais, mais on a envie de le finir rapidement. C'est la loi du genre. On a envie de savoir. Il ne faut pas que les lecteurs s'ennuient quand même. Donc il faut qu'il se passe quelque chose. Mais en même temps, on visite le pays à l'époque, c'est génial. On découvre des tas de choses et en même temps, il y a cette trame derrière et on sait qu'on va retomber sur ses pattes. C'est ça qui est super dans ce livre. Écoutez, j'ai eu grand plaisir à le concevoir et à l'écrire. Si ce plaisir peut être partagé par le lecteur, je suis heureux, évidemment.